Mesdames et messieurs, nous allons aujourd'hui aborder un cours de synthèse sur les voies de la sensibilité. Nous avons en effet eu l'occasion de construire étage par étage le système nerveux central en partant de la moelle spinale vers le cortex cérébral, et nous allons maintenant intégrer les différents éléments en donnant un éclairage clinique sur ces grandes voies de la sensibilité qui, vous le verrez, peuvent être atteintes à différents niveaux avec des manifestations cliniques qui dépendent du niveau lésionnel. Les voies de la sensibilité peuvent être systématisées selon leur origine. Leur origine peut d'abord concerner le revêtement superficiel, c'est-à-dire la peau, et dans une certaine mesure la muqueuse, notamment de la cavité orale. Nous représentons ici une vue agrandie, histologique de la peau, avec un follicule pilosébacé et l'épiderme. Il s'agira alors d'une sensibilité que l'on appelle externe ou sensibilité extéroceptive. La sensibilité peut ensuite être d'origine profonde, ostéo-articulaire, de l'appareil locomoteur. On le symbolisera par la mise en place, par exemple, d'une articulation comme l'articulation du genou. Voici ici, vite ébauché, l'extrémité inférieure du fémur, le tibia, la patella, dont je me permets de rappeler que l'apex signe l'interligne articulaire. Cette sensibilité d'origine capsulo-ligamentaire, tendineuse, musculaire, renseignera le système nerveux central sur la position des articulations, comme nous le détaillerons dans un instant. Enfin, la sensibilité peut être également d'origine interne, d'origine viscérale. C'est la sensibilité interoceptive, donc la sensibilité proprioceptive et la sensibilité d'origine profonde ostéo-articulaire, et la sensibilité interne, la sensibilité viscérale, sensibilité interoceptive, présente également des projections communes avec les voies de la sensibilité extéroceptive. Il s'agit ici d'une sensibilité, une classification des différents types de sensibilité en fonction de leur origine, qui correspond d'ailleurs aux trois feuillets de l'embryon tridermique, l'ectoblaste, l'antoblaste et le mésoblaste. Les voies de la sensibilité aboutissent au système nerveux central que nous symbolisons ici par le cerveau en vue latérale, comme vous le connaissez maintenant parfaitement, prolongé par le tronc cérébral, le cervelet en arrière et ici un segment de moelle spinale. Ces voies de la sensibilité répondent globalement à 4 systèmes. Nous avons tout d'abord une première voie qui est d'origine extéroceptive et qui va projeter sur le système nerveux central, et précisément au niveau du lobe pariétal, au niveau du gyrus post-central, des informations qui sont liées au tact grossier, non discriminative, c'est la sensibilité protopathique, de même que des informations qui sont de nature thermique et douloureuse, les voies thermoalgésiques. Cette voie, c'est la voie spinothalamique. Une deuxième voie présente à la fois une origine extéroceptive et une origine proprioceptive. C'est la voie du cordon postérieur et du lemnisque médial. D'origine extéroceptive, elle va véhiculer les informations épicritiques, c'est-à-dire les informations du tact fin, discriminatif, celui qui s'explore par le test du pic-touche, mais également une information proprioceptive, ostéo-articulaire de l'appareil locomoteur, et cette information proprioceptive est consciente, c'est-à-dire que cette voie va, après différents relais que nous allons détailler, aboutir au cortex pariétal, et toutes ces voies qui aboutissent au cortex cérébral, au cortex pariétal, sont des voies qui sont donc par définition conscientes. Au contraire, des voies d'origine profonde, ostéo-articulaire, qui sont
elle, projetée non plus sur le cortex cérébral, mais sur le cervelet. Ce sont les voies spino-cérébelleuses qui véhiculent une sensibilité profonde, ostéoarticulaire, proprioceptive, inconsciente. Ce sont ces voies que l'on a définies dans l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Enfin, les viscères ont également une sensibilité qui va être véhiculée par les nerfs du système nerveux végétatif, là où toutes les voies de la sensibilité précédente étaient véhiculées par les nerfs du système nerveux somatique, du système nerveux volontaire. Ces voies de la sensibilité viscérale qui suivent le câblage très diffus, complexe du système nerveux végétatif sont projetées au niveau du névrax, au niveau de la moelle spinale, et présentent, et c'est ça qui est très important, des projections au sein de la moelle, projections multimétamériques sur les voies de la sensibilité générale extéroceptive. Et ces projections, le mot-clé ici est important, expliquent les bases anatomiques des douleurs projetées, et c'est la raison pour laquelle, en sémiologie, on vous apprend que les différentes pathologies d'organes, les pathologies de viscères, donnent des douleurs qui se projettent sur la peau. Les douleurs de l'appendicite aiguë au point de McBurney, les douleurs de la cholécystique au point de Murphy, ou les douleurs de l'infarctus du myocarde ou de l'angor au niveau de la face interne du bras gauche et de la moitié latérale du cou, voire de la mandibule. Les patients ne disent pas qu'ils ont mal à un viscère, ils disent qu'ils ont mal à la peau, et ce sont ces éléments que nous allons brièvement rappeler à la fin de cet exposé. Nous aborderons successivement les voies de la douleur, les voies thermoalgésiques, la voie spinothalamique, la voie du cordon postérieur et du lemnisque médial, les voies spinocérébelleuses, et nous terminerons par un bref rappel sur les voies de la sensibilité viscérale. Alors pour cela, pour faire cet exposé, nous allons faire un certain nombre de coupes serrées. Ces coupes, on va les faire sur tout le névrax. D'abord, une coupe horizontale qui passera par la moelle spinale, puis nous ferons une coupe passant par la moelle allongée avant l'ouverture du quatrième ventricule, puis nous ferons donc une coupe au niveau de la moelle, de la partie basse de la moelle allongée, puis nous ferons une coupe au niveau de la partie haute de la moelle allongée, celle qui répond à la fosse rhomboïde, puis nous réaliserons une coupe au niveau du pont, que je place ici donc, en vue antérieure, puis nous réaliserons une coupe horizontale qui passera par le mésencéphale et nous choisirons la même coupe que nous avions déjà étudiée, c'est-à-dire une coupe haute du mésencéphale, celle qui passe par les voies optiques. Enfin, nous réaliserons une coupe qui passe au niveau de la capsule interne et nous terminerons par une vue sur une vue latérale de l'hémisphère cérébral pour montrer les projections, la terminaison de ces voies et expliquer leur pathologie qui arrive au niveau des atteintes du cortex cérébral. Toutes les vues que nous allons faire seront orientées de la même manière, la partie ventrale vers le haut, la partie droite vers la droite. Nous ferons donc des vues supérieures et ces vues supérieures seront logiques depuis les coupes de la moelle jusqu'à la vue latérale droite de l'hémisphère cérébral, c'est-à-dire que nous détaillerons des informations sensitives qui viennent de l'hémicorps gauche et que nous ferons terminer donc au niveau de l'hémisphère cérébral droit. Voici une coupe de la moelle, vous reconnaissez la fissure ventrale médiale, le cordon ventral, le sillon ventrolatéral, le cordon latéral, le sillon dorsolatéral, le sillon dorsal médian, cordon latéral, cordon postérieur, racine ventrale du nerf spinal, motrice, racine dorsale du nerf spinal sensitive renflée par son ganglion spinal, et voici le nerf spinal qui naît de la réunion de ces deux racines. Un peu plus haut, la coupe de la partie inférieure de la moelle allongée, où vous reconnaissez la fissure ventrale médiale, le cordon ventral, le cordon latéral, et cette coupe, nous la faisons passer par les tubercules graciles et tubercules cunéiformes de chaque côté. Sur cette coupe, au niveau noyau de nerf crânien, nous pouvons placer
en paramédiant la partie toute inférieure du noyau du 12 et un peu plus latéralement la partie inférieure du noyau ambigu annexé aux 11 nerfs accessoires. Et sur cette coupe apparaissent donc de chaque côté, nous pouvons les représenter ainsi, les noyaux graciles paramédians, cunéiformes latérales, et ceci de chaque côté, ainsi que, un peu plus latéralement, la partie toute distale de la racine médulaire du noyau du 5 nerf trijumeau. À un niveau un peu plus haut, la moelle allongée s'est ouverte au niveau donc du 4e ventricule qui se place immédiatement en arrière. Cette coupe laisse apparaître le sillon ventral, le cordon en ventral qui forme ici la pyramide médulaire, l'olive soulevée par le noyau olivaire que je vous place ici, est bordé par un sillon pré-olivaire, un sillon rétro-olivaire, puis le cordon latéral. Du point de vue nerf crânien, apparaît ici le noyau du 12, soulevant le triangle du 12 en arrière, avec son émergence qui se fait nerf hypoglosse au niveau du sillon pré-olivaire, et latéralement, eh bien, par le sillon rétro-olivaire, émergera le 10, alimenté par le noyau ambigu contenant des motoneurones participant à l'innervation du pharynx et du larynx, véhiculant également des fibres végétatives motrices issues du noyau dorsal du nerf vague et apportant l'innervation parasympathique cardio-bronchique et bronchopulmonaire ainsi qu'abdominale à l'exclusion des viscères infra-péritonéaux de la cavité pelvienne. Et le 10 présente également un contingent sensitif, matérialisé ici par des neurones dont le corps cellulaire se place dans des ganglions annexés au nerf vague et dont la projection se fait au niveau du noyau du tractus solitaire. Il s'agit ici de la sensibilité viscérale, cardiaque, bronchique et abdominale essentiellement. Le noyau du tractus solitaire étant par ailleurs gustatif, annexé au 7 et au 9. Plaçons la racine médulaire du noyau du 5 et plus latéralement viennent se placer les noyaux vestibulaires et cochléaires. Nous les plaçons à ce niveau sans les détailler. À un niveau de coupe supérieur, le pont présente ici et qui apparaît sous la forme de lamelles de substance grise transversales, les noyaux pontiques entre lesquels se dissocie le faisceau pyramidal, et en arrière, au niveau du plancher du 4e ventricule, le noyau somitomoteur du 6, nerf abducens, entouré par le colliculus du facial. Ce sont les fibres branchiomotrices du 7 qui émergent donc du noyau du 7 qui est un peu plus antérieur et latéral et qui s'enroule autour du noyau du 6. Le 7 est également constitué ou doté d'un contingent végétatif pour la lacrymation essentiellement et présente un contingent sensitif qui se projette majoritairement sur le noyau du tractus solitaire. Il s'agit ici du rôle sensitif du 7 pour la zone de Ramsay-Hunt, ainsi que des fibres pour la gustation. Il s'agit ici donc associé donc au noyau de Najotte. Plaçons plus latéralement ici le noyau du 5 et nous retrouverons par ailleurs les noyaux vestibulaires et cochléaires sur lesquels viennent se projeter les informations auditives et liées à l'équilibre véhiculées par le 8 nerf vestibulo-cochléaire. Au niveau pontique, nous complétons la coupe. Vous reconnaissez ici donc la fosse interpédonculaire, le pédoncule cérébral croisé par les voies optiques, nerf optique 2, chiasme optique, tractus optique qui vient se terminer dans le corps géniculé latéral relié
au colliculus supérieur par le bras du colliculus supérieur. À ce niveau de coupe, vient apparaître dans l'épaisseur du pédoncule cérébral la substance noire, avec ses neurones dopaminergiques de projection nigrostriatale. Apparaît également en arrière de la substance noire le noyau rouge, que je vous place juste ici en arrière de la substance noire, noyau rouge, et du point de vue de noyau de nerf crânien, nous pouvons placer ici en arrière de ces structures, devant l'aqueduc du mésencéphale, le noyau somito-moteur du 3 nerf oculomoteur, qui commande à toutes les orientations du regard, à l'exclusion du regard latéral et du regard latéral et en bas, le 3 ayant par ailleurs un contingent végétatif parasympathique. Ce sont les noyaux d'Edinger-Westphal et de Perlia qui servent à la commande du myosis et à l'accommodation convergence. Enfin, nous avons un peu plus haut la coupe horizontale menée en pleine épaisseur de la capsule interne. C'est une coupe horizontale moyenne, bien évidemment. Coupe horizontale qui nous présente à décrire le thalamus, dont nous avons ici identifié le noyau ventrolatéral postérieur. Thalamus en avant duquel se trouve la tête du noyau caudé et la queue du noyau caudé en arrière. Vous reconnaissez le fornix, vous reconnaissez le noyau lenticulaire avec le putamen, le pallidum externe, le pallidum interne, le claustrum, et donc entre ces structures, la capsule interne présentant son bras antérieur, son genou, son bras postérieur et en arrière, son segment rétrolenticulaire, bordé ici par l'atrium puis la corne occipitale du ventricule latéral. Nous avons placé le corps calleux, ici en avant au niveau de ce genou, en arrière au niveau de son splénium, et vous reconnaissez au centre les cavités liquidiennes qui sont visibles sur ce type de coupe horizontale, la corne frontale du ventricule latéral, la partie antérieure de la fissure transverse du cerveau que je matérialise ici par la lettre B, B comme Bichat qui l'a décrit, le troisième ventricule avec son plexus choroïde, la partie postérieure de la fissure transverse du cerveau, et donc ici tout à fait en arrière, l'atrium où on retrouve le plexus choroïde et la corne occipitale dépourvue de plexus choroïde du ventricule latéral. Enfin, une coupe frontale nous permet de mettre en évidence le cortex pariétal. Nous passons ici en pleine épaisseur du lobe pariétal. Vous reconnaissez à la face médiale du cerveau le sillon du cingulum. Ici, nous avons placé le corps calleux. Vous reconnaissez ici le sillon latéral, avec au fond du sillon latéral le cortex de l'insula, le claustrum, le noyau lenticulaire, le thalamus, où nous individualisons ici également le noyau ventrolatéral postérieur de manière schématique. Vous reconnaissez donc à ce niveau la capsule interne, capsule externe, capsule extrême, le lobe temporal, et nous avons ici placé cette coupe un peu oblique en continuité avec le mésencéphale, le pont, la moelle allongée et la moelle spinale. Enfin, vue latérale du cerveau, orientée crânialement et ventralement, avec le sillon latéral, le sillon central, le gyrus post-central. Ici, vous reconnaissez le gyrus supramarginal qui correspond à l'aire 40 de Brodmann et qui, dans l'hémisphère dominant, est associé à la compréhension du langage parlé, et le gyrus angulaire un peu en dessous, R39, à l'aplomb du sillon temporal supérieur et qui correspond, dans l'hémisphère dominant, à la compréhension du langage écrit. Ces deux structures, avec l'R22 du lobe temporal, formant l'aire dite de Wernicke. Je préciserai le dernier dessin à la fin de l'exposé lorsque nous dirons un petit mot du câblage des voies de la sensibilité interoceptive. La voie de la sensibilité douloureuse, thermoalgésique et protopathique constitue la voie spinothalamique. C'est une voie qui contient 3 neurones, et qui dit 3 neurones dit 2
interrupteurs, deux systèmes de régulation, un que l'on va trouver au niveau de la moelle et le deuxième que l'on va trouver au niveau du thalamus. Les capteurs cutanés sont en relation avec la dendrite du premier neurone, protoneurone, qui chemine dans les nerfs périphériques, dans les nerfs spinaux, qui s'engage dans la racine dorsale du nerf spinal et qui se termine, cette dendrite, au niveau du corps cellulaire, en T, qui se place dans le ganglion spinal. Celui-ci se prolonge par l'axone du protoneurone qui pénètre dans la moelle au niveau de la corne postérieure de la moelle, où ce protoneurone, premier neurone, vient faire synapse avec le deuxième neurone, en réalité par une succession d'interneurones constituant un système freinateur du gate control. Quoi qu'il en soit, cette articulation entre neurone numéro 1 et neurone numéro 2 se fait dans la corne dorsale, d'où part alors l'axone du deutoneurone qui va, à chaque niveau médulaire, réaliser le croisement de la ligne médiane, c'est-à-dire sa décussation en avant et en arrière du canal de l'épindyme qui normalement est virtuel dans la moelle spinale. Ces axones, les deutoneurones, vont alors se porter dans la substance blanche de la moelle spinale, de l'autre côté, contralatéral, venant constituer ce que Desgerine avait appelé le faisceau en croissant et qui, en nomenclature moderne, forme le tractus ou faisceau spinothalamique. Il s'agit d'un faisceau de fibres qui se situe à l'aplomb entre le cordon ventral et le cordon latéral de la moelle, contralatéral à l'origine du stimulus, et qui présente une somatotopie par classement, par ordre d'entrée. Les fibres qui arrivent en premier dans le sens caudocranial, se plaçant à la partie latérale de ce faisceau, ce sont les fibres véhiculées par les nerfs spinaux sacrés, puis nous trouvons les nerfs spinaux lombaires, puis thoraciques et enfin cervicaux. Ce faisceau, ou tractus spinothalamique, remonte le long du névrax, est alimenté donc étage par ces nerfs, puis va cheminer dans la partie ventrolatérale ici de la moelle allongée, faisceau spinothalamique, puis va être dans la partie haute de la moelle allongée, légèrement déjeté vers l'arrière, compte tenu du volume du noyau olivaire et de l'olive médulaire. On le retrouve donc ici légèrement en arrière, avant de venir se replacer plus médialement dans le pont, en arrière des noyaux pontiques et de la partie dissociée du faisceau pyramidal. Au niveau du mésencéphale, on va le retrouver, ce faisceau spinothalamique, en arrière et médialement par rapport à la substance noire, derrière le noyau rouge et en avant du corps géniculé et de la lame tectale. Le faisceau spinothalamique qui a alors remonté d'origine contralatérale, le névrax, vient, après avoir traversé le segment sous-lenticulaire de la capsule interne, se terminer dans le noyau ventrolatéral postérieur du thalamus, où vient se trouver le troisième neurone, le neurone thalamo-cortical, qui va projeter cette information sur le cortex pariétal en empruntant les fibres postérolatérales de la corona radiata ou couronne de Rayleigh. Cette projection se fait en passant dans le bras postérieur de la capsule interne, où ces fibres vont répondre en avant d'elles aux voies motrices. Il s'agit notamment ici du faisceau cortico-nucléaire et du cortico-spinal que l'on va trouver respectivement dans le genou et le bras postérieur de la capsule interne, et en arrière d'elle, venant quitter ici le corps géniculé latéral, ce sont les radiations optiques qui viennent en arrière contourner la corne occipitale du ventricule latéral après avoir traversé le segment rétrolenticulaire de la capsule interne pour venir se projeter sur le cortex pariétal. La projection au niveau du cortex pariétal se fait au niveau du gyrus post-central. Il s'agit ici des aires 3, 1 et 2 de Brodmann, venant surplomber l'aire 43, qui est l'aire à ce niveau
l'aire gustative. Et cette projection se fait selon un homonculus sensitif qui ressemble à l'homonculus moteur, avec donc la face très largement représentée, ici le pharynx, la langue, et nous allons retrouver vers le haut la zone de projection de la sensibilité du membre supérieur, la main, très représentée, sans doute un peu plus ici en proportion que je ne l'ai représenté, puis le membre supérieur, l'avant-bras, le bras, le tronc, thorax, abdomen, la racine du membre inférieur, et nous retrouvons ensuite la projection, la représentation corticale sensitive de la cuisse, de la jambe, et celle du pied qui vient surplomber ici le sillon du cingulum. L'homonculus sensitif est comparable à l'homonculus moteur. Il y a quelques petites différences, et en particulier, la projection sensitive génitale, de la peau génitale, se fait juste sous la représentation corticale du pied, juste à l'aplomb du sillon du cingulum. Ces aires représentent les aires de projection primaire des voies de la sensibilité générale et sont placées à proximité des aires associatives, interprétatives de la sensibilité. Elles siègent essentiellement au niveau du lobule du gyrus pariétal supérieur P1. Elles portent les numéros 5 et 7 dans la classification de Brodmann. Et ce sont ces aires qui participent à l'interprétation et à des stimulus sensitifs, ainsi qu'à je dirais au développement des réactions, des comportements complexes en rapport avec ces informations sensitives. C'est l'ère des gnosies et des praxies, et dont les atteintes pathologiques entraînent des troubles tout à fait caractéristiques que nous allons à présent pouvoir détailler. En effet, ces voies peuvent être interrompues à différents niveaux. D'abord, il peut y avoir ici des pathologies, des atteintes des nerfs périphériques, compression, section, inflammation, ce sont les névrites, avec donc interruption de ces voies du tact, donc ces anesthésies ou ces hypoesthésies qui sont liées à des interruptions de ces voies douloureuses. Une atteinte très particulière est l'atteinte par le virus du zona, qui est le virus de la varicelle, qui reste à l'état latent dans les corps cellulaires de ces neurones numéro 1, de ces protoneurones qui siègent au niveau du ganglion spinal. Et en cas de réactivation, eh bien, le zona va se traduire par deux éléments, des projections douloureuses, voire parfois des anesthésies dans le territoire sensitif du nerf spinal concerné. Le zona est donc une pathologie douloureuse qui touche ces voies de la douleur. Et il existe également des éruptions cutanées qui matérialisent le territoire sensitif du nerf spinal impliqué. Et c'est d'ailleurs l'observation des lésions cutanées du zona qui a amené à ce concept de territoire sensitif des nerfs spinaux. C'est également vrai pour les nerfs crâniens, je pense notamment au zona du 5, zona trigéminal, ou au zona du 7, qui est une des causes possibles de paralysie faciale. Une autre atteinte pathologique peut se faire un petit peu plus en amont. Il s'agit ici, par exemple, d'une atteinte par dilatation du canal épindymaire dans lequel une collection liquidienne peut venir se constituer de façon congénitale ou acquise. Il s'agit d'une syringomyélie. La syringomyélie entraîne des troubles sensitifs sous-lésionnels, souvent bilatérales, liés à une atteinte des deutoneurones, de ces voies thermoalgésiques et protopathiques, lorsque ceux-ci réalisent leur décussation de part et d'autre du canal épindymaire. Enfin, en cas toujours au niveau de la moelle, en cas de compression ventrolatérale de la moelle, allant éventuellement jusqu'à une hémisection médulaire, le syndrome de Brown-Séquard, eh bien, sera observée une anesthésie sous-lésionnelle contralatérale à l'origine du faisceau spinothalamique. À noter que l'intervention chirurgicale de cordotomie ventrolatérale est une intervention qui consiste à venir sectionner le faisceau spinothalamique pour traiter de manière palliative des douleurs qui ne pourraient pas être liées, qui ne pourraient pas être traitées par des
moyens pharmacologiques, des moyens chimiques classiques. Le faisceau spinothalamique peut être lésé dans la moelle allongée. Cette fois-ci, il s'agit du syndrome de Wallenberg, qui est un syndrome alterne de la partie latérale de la moelle allongée. Le syndrome de Wallenberg est un syndrome alterné ou alterne, c'est-à-dire concerne une voie longue contralatérale et l'atteinte homolatérale de nerfs crâniens. Le syndrome de Wallenberg est un syndrome où la lésion est une lésion latéralisée de la moelle allongée et l'on va observer de façon contralatérale à la lésion une atteinte de une hémianesthésie thermoalgésique contralatérale, de l'hémicorps contralatéral, un syndrome spinothalamique contralatéral qui est lié à l'atteinte du faisceau spinothalamique. De manière homolatérale, nous observerons une paralysie du 9 et du 10 qui se traduira par une dysphagie, une dysphonie, une chute du voile du palais du côté de la lésion, c'est-à-dire un signe du rideau. Par atteinte ici de la racine médulaire du noyau du 5, une hémianesthésie faciale homolatérale. Par atteinte du faisceau, on y reviendra, spinocérébelleux dorsal, un hémisyndrome cérébelleux, et du fait de l'atteinte des noyaux vestibulaires, le syndrome de Wallenberg démarre habituellement par un grand vertige rotatoire, un syndrome vestibulaire. Voici donc pour la description de ce faisceau spinothalamique dont nous avons pu remettre la systématisation tout au long du névrax avec quelques illustrations cliniques tout au long du trajet. La deuxième voie, c'est la voie que l'on appellera voie du cordon postérieur ou du lemnisque et du lemnisque médial. C'est une voie qui véhicule d'origine cutanée la sensibilité fine, discriminative, et d'origine profonde ostéo-articulaire, la sensibilité proprioceptive consciente. La dendrite du protoneurone ou premier neurone s'articule avec les récepteurs sensitifs concernés et va cheminer dans les nerfs périphériques, puis jusqu'aux nerfs spinaux, dans la racine dorsale du nerf spinal et se termine cette dendrite au niveau du corps cellulaire en T qui se place comme toujours dans le ganglion spinal. Il est à noter que cette fibre nerveuse est plus myélinisée et l'influx nerveux est plus rapide que dans la fibre de la voie précédente. L'axone du protoneurone continue de suivre la racine dorsale du nerf spinal et pénètre alors dans la moelle sans venir faire relais dans le cordon postérieur de la moelle où ils vont constituer les faisceaux ou tractus graciles paramédians et cunéiformes en forme de coin plus latéral. Il est donc à noter dans la moelle spinale que cette voie est une voie homolatérale. Lorsque cette fibre arrive dans la moelle, elle va présenter des projections inhibitrices sur la corne dorsale de la moelle venant participer à réguler les voies de la douleur. C'est cette voie inhibitrice que vous allez par exemple activer lorsque vous êtes brûlé, vous allez souffler sur la brûlure. Le fait de souffler, ça ne va pas du tout diminuer la température de la peau brûlée, mais vous allez activer cette voie de la sensibilité épicritique et surtout activer cette projection inhibitrice sur le noyau de la tête. À noter qu'il existe également une inhibition de ce premier relais des voies de la douleur par le faisceau corticospinal par les voies motrices, ce qui explique notamment les trismus dans les infections maxillofaciales d'origine dentaire ou encore les contractions des muscles périarticulaires ou périfracturaires, respectivement dans des luxations ou dans des fractures. Enfin, certaines de ces fibres vont directement ou par l'intermédiaire d'un interneurone venir se projeter au même niveau médulaire sur un motoneurone de la corne antérieure de la moelle. Ce motoneurone repartant alors dans le nerf spinal et venant entraîner une contraction réflexe du muscle concerné. C'est la base anatomique du réflexe ostéotendineux, dont on peut rappeler les niveaux médulaires, C5, C6 pour le réflexe bicipital et humérostylo-radial, C7 pour le réflexe tricipital radial, L1 pour le réflexe crémastérien,
que l'on recherche sans le marteau à réflexe, s'il vous plaît. L4 pour le réflexe patellaire, S1 pour le réflexe achilléen. Il existe là aussi dans la voie du cordon dorsal une somatotopie avec les fibres d'origine sacrée et lombaire qui se placent dans le cordon gracile et les fibres d'origine thoracique et cervicale qui se placent dans le tractus cunéiforme et en particulier les fibres d'origine cervicale alimentées par le plexus brachial vont être tellement volumineuses qu'elles vont gonfler les tractus graciles et cunéiformes, si bien qu'au niveau de la moelle spinale cervicale et bien sûr au niveau de la moelle allongée, le cordon postérieur, le cordon dorsal, est subdivisé en un cordon gracile et un cordon cunéiforme. Ces voies donc vont remonter de manière homolatérale dans la moelle et elles vont alors arriver au niveau de la moelle allongée, au niveau des noyaux graciles et cunéiformes où se trouvent les corps cellulaires des deux taux neurones, neurone numéro 2, dont les axones vont croiser la ligne médiane, réaliser la grande décussation en une seule fois des voies de la sensibilité épicritique et de la sensibilité proprioceptive consciente, formant donc cette décussation dite décussation piniforme, par analogie avec la forme de la pomme de pin. Et c'est au niveau de cette décussation piniforme que vient naître un faisceau de fibres que l'on va par définition trouver exclusivement dans le tronc cérébral. Et ce faisceau de fibres, c'est ce que Reil avait appelé le lemnisque médial. Lemnisque, ça veut dire ruban. Le lemnisque médial vient se placer dans le tronc cérébral en arrière ici de la voie pyramidale, ici où nous avons le faisceau ou tractus cortico-spinal, et tout au long du tronc cérébral, je vous le rappelle, ce lemnisque médial, eh bien, on va le suivre en arrière des voies motrices. Ainsi, ici dans la partie haute de la moelle allongée, si l'on place le cortico-spinal qui soulève la pyramide médulaire, le cordon ventral, eh bien, le lemnisque médial va se retrouver immédiatement ici en arrière, suivi d'ailleurs par le rubrospinal et par le tractus longitudinal médial, qui est ce grand faisceau d'association du tronc cérébral. Rappelons ici la présence de la substance réticulée du tronc cérébral, ce qui nous permet déjà de bien compléter cette coupe. Le lemnisque médial reste toujours en arrière des voies motrices, et donc nous allons au niveau du pont le retrouver en arrière des noyaux pontiques, entre lesquels le tractus cortico-spinal est venu ici se dissocier. Je vous rappelle que des noyaux propres du pont partent des fibres qui vont croiser la ligne médiane. Ce sont les fibres ponto-cérébelleuses qui s'engagent dans le pédoncule cérébelleux moyen et aboutissent au cortex cérébelleux hémisphérique. Le lemnisque médial se place donc en dedans, ici, du tractus ou faisceau spinothalamique. Et c'est également à ce niveau que nous allons le retrouver dans le mésencéphale, où il s'intercale ici, en arrière du noyau rouge, en avant du tractus spinothalamique, derrière la substance noire, en avant de laquelle se place la voie motrice, ici le cortico-nucléaire, en arrière duquel se place ici le cortico-spinal, qui se place au centre du pédoncule cérébral, bordé en arrière de lui par la voie cortico-pontique, qui est le faisceau d'origine frontale, pariétale, occipitale et temporale, et qui se projette sur les noyaux du pont. Ce faisceau cortico-pontique, c'est le faisceau de la voie néocérébelleuse décrit par Türk-Meinert. Le lemnisque médial, qui naît donc de la décussation piniforme, eh bien, se termine comme le précédent, se termine donc avec une décussation, vous voyez, en un seul morceau au niveau de la moelle allongée, eh bien, vient se terminer dans le noyau ventrolatéral postérieur du thalamus
et se projette alors au niveau du cortex pariétal où celui-ci devient conscient, les informations qu'il véhicule deviennent conscientes, avec une somatotopie qui correspond à l'homonculus sensitif, avec là aussi une interprétation au niveau des aires pariétales postérieures, 5-7, aires des praxies et des gnosies, dont les atteintes entraîneront des agnosies qui concernent d'ailleurs l'ensemble des sens. L'agnosie visuelle, par exemple, je vous recommande vraiment d'aller sur le site, sur la vidéothèque du Collège national des enseignants de neurologie, qui est extrêmement informative là-dessus et qui vous permettra de parfaitement comprendre l'agnosie visuelle. On voit d'ailleurs un pauvre patient qui met 1 minute à interpréter l'image de la tête d'un chat, par exemple. Les praxies, l'atteinte des praxies entraîneront des apraxies, par exemple l'apraxie d'habillement, où vous verrez une patiente à qui on donne un vêtement qu'elle ne sait plus utiliser, c'est-à-dire qu'elle ne sait plus enfiler. Une atteinte particulière est ce que l'on appelle une sensibilité dissociée. La sensibilité dissociée, c'est l'atteinte d'une de ces voies sensitives avec le respect de l'autre voie. On a la possibilité d'une sensibilité dissociée lorsque la voie spinothalamique et la voie du cordon postérieur du lemnisque médial ne sont pas accolées l'une à l'autre. C'est par exemple le cas au niveau de la moelle spinale, où l'on peut observer dans le tabès syphilitique, ça c'est dans les localisations nerveuses centrales de la syphilis qui détruisent spécifiquement le cordon dorsal de la moelle. On aura, le tabès étant un mot ancien qui signifie pourriture, putréfaction, une nécrose du cordon dorsal entraînant une altération sous-lésionnelle de la sensibilité épicritique et proprioceptive consciente, là où les voies thermoalgésiques, elles, sont préservées. De la même manière, dans une compression antérolatérale de la moelle, peut être interrompue la voie spinothalamique avec respect de la sensibilité proprioceptive consciente et épicritique. De la même manière, dans le syndrome de Wallenberg, existe un syndrome spinothalamique contralatéral, c'est-à-dire une interruption contralatérale de la sensibilité thermoalgésique et proptopathique, alors que la voie du lemnisque médial étant conservée, il n'existe pas, à proprement parler, d'anesthésie épicritique. Sensibilité dissociée. La sensibilité proprioceptive inconsciente, c'est les voies spinocérébelleuses. Là, on retourne dans l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Il s'agit d'informations d'origine de l'appareil locomoteur avec un premier neurone, protoneurone, qui chemine dans les nerfs périphériques, dont le corps cellulaire se place dans le ganglion spinal et qui vient se terminer au niveau de 2 zones, de 2 noyaux, on va appeler ça comme ça, qui se situent à la base de la corne postérieure de la substance grise de la moelle spinale. Les neurones médiaux, donc les neurones numéro 2, restent du même côté et vont venir se placer au niveau de la partie postérieure du cordon latéral de la moelle, constituant le tractus spinocérébelleux dorsal. Spinocérébelleux dorsal ou direct, c'est-à-dire qui est homolatéral, qui ne subit pas de phénomène de décussation. Les fibres latérales, elles, vont traverser la ligne médiane, subir donc une décussation et venir se placer dans le tractus ou faisceau spinocérébelleux ventral. On a donc un spinocérébelleux dorsal qui véhicule des informations d'origine homolatérale et un spinocérébelleux ventral qui véhicule des informations d'origine contralatérale. Lorsque l'on va remonter le névrax, on va toujours retrouver ces faisceau ou tractus spinocérébelleux ventral qui se place toujours dans la partie antérieure du cordon latéral, et le spinocérébelleux dorsal que l'on va trouver de l'autre côté. Le spinocérébelleux dorsal va
sans quitter la partie haute de la moelle allongée, en s'engageant, on peut le cheminer comme le montrer comme ça de façon schématique dans le pédoncule cérébelleux inférieur, mais il s'agit ici du spinocérébelleux dorsal de l'autre côté, donc je ne vais pas le représenter en plein, mais dans la voie que l'on a représentée ici sur la première coupe au niveau de la moelle, on peut placer le spinocérébelleux ventral. Mais ce qu'il faut bien que vous vous rappeliez, c'est que le spinocérébelleux dorsal ici véhicule bien des informations issues de l'hémicorps droit. C'est pour ça que l'on aura dans le Wallenberg un hémisyndrome cérébelleux du même côté. Le spinocérébelleux ventral va se retrouver ici au niveau pontique où il est légèrement latéralisé et il va très rapidement quitter le tronc cérébral en passant par le pédoncule cérébelleux supérieur où, je vous le rappelle, il va à nouveau subir une décussation et se projeter essentiellement sur le cortex vermien mais de homolatéral à l'origine du signal, si bien que dans les voies spinocérébelleuses, eh bien, les signaux, les stimulus sont contralatéraux. Ces voies, eh bien, elles vont permettre la régulation, l'adaptation automatique du tonus musculaire lié à des stimulus qui sont captés au niveau des articulations, des tendons, des muscles, et vont donc intervenir dans le système du paléocérébellum, c'est-à-dire du vermis cérébelleux, et en neurologie, dans la plupart des cas, les atteintes vermiennes, qui peuvent être d'origine tumorale, d'origine vasculaire, se traduiront par des troubles du tonus musculaire, des ataxies cérébelleuses, qui se manifestent essentiellement dans l'espèce humaine par des hypotonies cérébelleuses. CF court sur l'anatomie fonctionnelle du cervelet. Je terminerai cet exposé sur les voies de la sensibilité en parlant de la sensibilité interoceptive, de la sensibilité viscérale. Ces voies de la sensibilité viscérale, elles démarrent au niveau de capteurs que l'on va trouver dans les parois des viscères. Vous avez ici une section d'un viscère qui est situé dans la cavité péritonéale, entouré qu'il est du feuillet viscéral du péritoine, puis d'un méso, lame porte-vaisseau, qui relie le viscère à l'espace rétropéritonéal. L'influx va cheminer alors dans les nerfs viscéraux, et je vous rappelle que les nerfs viscéraux sont ces nerfs que l'on va trouver dans l'adventice des vaisseaux issus de l'aorte et qui assurent la vascularisation du tractus digestif. On prend l'exemple du système digestif, c'est exactement pareil, un peu avec quelques nuances près, mais pour les viscères du thorax. Au niveau de l'espace rétropéritonéal, ces nerfs viscéraux, enfin le contingent sensitif des nerfs viscéraux traverse les ganglions prévertébraux qui sont ces condensations du système nerveux végétatif que l'on trouve autour de l'aorte à l'origine des artères d'origine viscérale. Ces nerfs vont alors quitter ces ganglions préviscéraux et rejoindre les ganglions de la chaîne sympathique latéro-vertébrale en passant par des nerfs tout à fait particuliers qui sont les nerfs splanchniques. Pour le système digestif, par exemple, il s'agit des nerfs grands splanchniques, TH6, 7, 8, 9, du petit splanchnique, TH10, TH11, et du nerf splanchnique ultime ou accessoire, TH12. Arrivant dans le ganglion de la chaîne sympathique latéro-vertébrale, ce nerf viscéral va quitter le ganglion de la chaîne sympathique latérale et rejoindre alors le nerf spinal par un des rameaux collatéraux du nerf spinal qui est le rameau communicant blanc. Et c'est alors que cette fibre viscérosensitive rejoint les nerfs du système nerveux somatique et alors emprunte le nerf spinal, trouve son ganglion dans le ganglion spinal, comme toujours, et arrive alors dans la moelle où cette fibre se termine au niveau de la partie postérieure de la corne latérale de la moelle, qui est, comme vous vous en rappelez, la partie viscéro-sensitive de la moelle.
Après, les relais sont plus complexes, sans doute polysynaptiques, avec des terminaisons qui qui iraient, je vais rester au conditionnel, vers le thalamus. Ce qui est intéressant, c'est que cette fibre va, tout au long de son trajet, présenter des projections sur la tête de la corne postérieure de la moelle. Ces projections, elles se font au niveau médulaire concerné, mais elles vont également se faire 1, 2, 3 niveaux médulaires en dessous ou au-dessus. Il s'agit donc de projections multimétamériques. Et ce sont ces projections des fibres de la sensibilité viscérale sur les noyaux de la sensibilité extéroceptive, donc projection vers le deutoneurone de la voie spinothalamique, qui explique les douleurs projetées et qui explique donc que les pathologies d'organes, les pathologies viscérales, entraîneront des douleurs à la peau. Douleurs au McBurney de l'appendicite, je l'ai dit au début du cours, douleurs au point de Murphy pour les pathologies vésiculaires, c'est la douleur solaire, la douleur pancréatique en coup de poignard épigastrique à irradiation postérieure, c'est la douleur du flanc qui irradie aux organes génitaux externes et à la racine de la cuisse pour les douleurs de la colique néphrétique, et c'est évidemment la douleur, précordiale qui irradie à la face médiale du bras gauche et à la face latérale du cou, voire de la tête, pour les douleurs de l'ischémie myocardique. Il s'agit ici d'une base anatomique intéressante qui vous permet de vous rappeler pourquoi des douleurs viscérales font mal à la paroi et pourquoi donc des patients vont exprimer des douleurs superficielles concernant des pathologies profondes. J'en ai donc terminé avec ce cours sur la présentation générale des voies de la sensibilité, voies ascendantes qui donc cheminent dans le système nerveux périphérique, système nerveux volontaire ou système de la vie de relation, système nerveux végétatif et qui vont ensuite être intégrés dans le système nerveux central par 4 voies principales et dont le détail vous a été donné et qui vous permettent à chaque niveau lésionnel de déduire les manifestations cliniques, donc manifestations cliniques par atteinte du nerf périphérique, ces manifestations virales par atteinte du ganglion spinal, c'est le zona, les atteintes au niveau de la moelle avec des compression médulaire, on parlera par exemple de l'hémisection médulaire, le syndrome de Brown-Séquard, qui entraînera de manière homolatérale un syndrome pyramidal, une anesthésie sous-lésionnelle épicritique, donc une atteinte cordonale postérieure, et qui présentera également une atteinte contralatérale sous-lésionnelle spinothalamique, du fait de la décussation différenciée de ces différentes voies, avec jusqu'à une atteinte corticale, où là il s'agira des mécanismes d'intégration consciente de ces voies de la sensibilité, avec ces apraxies et ces agnosies qui sont des manifestations possibles dans les accidents vasculaires cérébraux, dans certains traumatismes cérébraux ou certaines atteintes tumorales. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un bon apprentissage.